toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 387e rencontre Vlil. Et ce soir, donc, on a la chance de recevoir Timour Muhidine pour son ouvrage Voyage en grand écran aux éditions Emmanuel Colas, qui est sorti le 21 février dernier. Alors, Timour, vous avez un CV, un palmarès assez impressionnant. Vous êtes écrivain, chercheur, maître de conférences, traducteur, directeur de la collection Lettres turques chez Actes Sud. Vous êtes né à Koweït City, de père syrien d'une mère française, et c'est aussi pour ça peut-être que vous voyagez beaucoup, avec votre multiculturalisme peut-être. Vous avez aussi publié des auteurs de renom, c'est le moins qu'on puisse dire, que ce soit Asli Erdogan et Ahmed Altan notamment dernièrement. Avant de parler de ce que vous avez produit avec ce livre-là, j'aimerais d'abord commencer par savoir comment s'est passée la rencontre avec Emmanuel Colas, qui est présente aussi avec nous ce soir. Comment s'est passée la rencontre? Quelle envie tu as eu aussi, Emmanuel, de commencer par publier d'abord un roman, La fille de l'ethnographe en 2022, et ensuite Voyage en grand écran de, de Timur Muhidine. Bonjour. Alors, c'est au long cours. C'est une amitié au long cours. Ça va faire bientôt 20 ans qu'on se connaît. Voilà, on peut dire ça. Voilà, hein, c'est déjà ça. Et la première fois que j'ai rencontré Timour, eh ben, c'était pas en vrai, c'était dans un livre. C'est en tant que traducteur d'auteurs turcs. Moi, je travaillais en Turquie en tant qu'historienne de l'Antiquité, en tant qu'archéologue, et évidemment pour, euh, mieux comprendre, mieux apprendre le turc, j'utilisais des livres en français et en turc traduits en français, et le traducteur, c'était Timur Mouedine. Et puis, le temps, ça c'était il y a longtemps, c'était avant que je crée Galahad. Et puis, quand j'ai créé Galahad, à un moment, je me suis mise à publier des auteurs turcs. Et un jour, on a vu débarquer Timur Mouhidine dans la maison d'édition, se demandant pourquoi on publiait des auteurs turcs à cet endroit-là. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et au fur et à mesure, ben, c'est créé une amitié au long cours. Je dois dire que Timur fait partie des gens qui ont toujours été là dans le meilleur comme dans le pire. Et notamment au moment où j'ai perdu la maison d'édition Galahad, et ben, il ne restait pas beaucoup avec nous. Et il y avait Timur. Et je me souviens d'un jour, à un matin, à 7 heures du matin, il y avait Justine, Timur et moi pour libérer les livres de Galahad avec Bibliothèque sans Une frontières. extension. Voilà, on était ensemble. Ouais. Et ça, c'est très, très important. Ça crée des liens très forts et ça a du sens. Alors, au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'on travaille du coup dans cette rencontre. On passe beaucoup de temps ensemble. On parle, on se voit à Paris et à l'étranger. On voyage ensemble et on parle évidemment de littérature, mais aussi on est toujours à la recherche des éditeurs dans le monde entier, etc. On farfouille, quoi. On est vraiment dans la prospection permanente, dans le dialogue, dans la discussion. On désespère du monde ensemble, on espère le monde ensemble, etc. Et on a beaucoup travaillé ensemble sur la littérature turque, puisque moi, je travaille en complémentarité des autres éditeurs. Et comme vous l'avez dit, Timur est le directeur de collection de lettres turques chez Actes Sud. Moi-même, j'ai publié beaucoup d'auteurs turcs chez Galahad d'abord, puis aux éditions Emmanuel Colas, notamment aussi dans le cadre d'un travail avec le CNL autour d'ateliers d'écriture, de traduction. Et donc, on a fait ensemble plusieurs textes ensemble, notamment une anthologie qui s'appelle L'autre Turquie, sur laquelle on travaille, mais d'une autre façon, autour d'Istanbul, ensemble. Et dans la maison d'édition Emmanuel Colas, eh ben, j'ai d'abord publié Timur en tant que traducteur avec Nazım Hikmet, Lettre à Taranta Babou, le traducteur c'est Timur. Tu fais aussi
postface qui permet de contextualiser ce texte qui est important. Et puis voilà, dans une conversation, vous savez, ces conversations auxquelles on tient et qui s'inscrivent dans le temps, eh bien, Timur travaillait sur un roman, j'ai aimé ce roman, je l'accompagne dans ses différents travaux. Et quant au cinéma, eh bien, chaque fois qu'il peut, il m'embarque dans une salle de cinéma où que ce soit pour voir un film. Donc, Un navet, disons-le. voilà, un film, souvent un navet, mais c'est super bien parce que c'est une vraie salle de cinéma comme on n'en trouve plus à Paris, plus en France. Et évidemment, une fois c'est en turc, l'autre jour c'était en arabe, là, une fois c'était à Istanbul, l'autre fois à Alexandrie. Et en fait, tout doucement, on entre dans ce texte-là, Voyage en grand écran, que moi j'appellerais bien Passion cinéma. Voilà. Rien à rajouter, Timur? Voilà l'histoire. Comment? Rien à rajouter, Timur? Moi, je vais rajouter au fur et à mesure, je pense. Alors, on reparlera des navets au cinéma parce que ça pullule de plus en plus. Je pense que Timur ne me contredira pas. Alors, vous revenez, Timur, avec un récit très personnel, très intimiste aussi, sur le cinéma, mais plus largement sur aussi les voyages, sur la fin d'un certain cinéma, d'une période, d'une ère. J'aimerais déjà savoir quel est votre lien avec cet art. Je n'ai rien trouvé pour l'instant dans votre bibliographie par rapport au cinéma. Est-ce que vous avez un lien particulier avec cela? Est-ce que c'est un plaisir, parfois peut-être coupable? Quel est votre lien avec le cinéma déjà pour une entrée de jeu? Très bien. Ben, j'ai pas de lien professionnel, si c'est ça la question. En tout cas, j'ai pas écrit sur le cinéma. Je suis pas historien du cinéma. Enfin, bon, peut-être le devenir si je me spécialise en nanar. Je pourrais peut-être avoir une vocation nouvelle. Non, c'était. Alors, en fait, la question porte sur peut-être sur l'origine du livre. En fait, comment j'en suis arrivé à écrire ça. Ça a commencé par des textes assez courts. D'ailleurs, certains textes sont courts. Alors, quelques textes et des textes vraiment autobiographiques, hein, comme celui sur le téléviseur, comment on découvre le cinéma quand on est enfant ou adolescent, et qu'on ne va pas forcément. Alors, en plus, on parle des années 70, hein, donc on est pas mal de temps en arrière. Et puis, ensuite, évidemment, il y a les films vus à l'étranger, les films vus un peu par hasard ou vus qu'on cherche à voir par volonté. Et puis, il faut dire qu'il y a eu cette interruption de la période Covid qui a confirmé que j'avais envie de raconter aussi la privation, puisqu'on ne pouvait pas aller dans les salles. Ça, c'est vraiment, moi, ça a été quelque chose de terrible. Je ne comprenais pas comment on pouvait être interdit de cinéma. Bon, en plus, il y a beaucoup de gens qui se méfiaient de l'ambiance voilà, délétère des cinémas. Et tout ça a fini par faire un projet. Voilà. Et j'ai voulu raconter ça, cette passion, comment on peut aimer le cinéma d'abord sous toutes sortes de formes. Parce que alors, j'ai une petite pique hein, dans le texte sur la cinémathèque, sur les livres, sur les livres qui sont à la bibliothèque des cinéma, enfin, à la librairie de la cinémathèque, sur des livres sur la nouvelle vague et sur Michael Haneke. Alors, c'est un peu méchant, façon de dire, il y a du cinéma chiant, il y a du cinéma qui ne serait pas. Hein, bon, alors ça, c'est moi qui parle, évidemment. Hein, c'est pas une question de critique cinématographique, mais on a ces goûts et je voulais raconter ce goût qui pouvait être très vaste et dans lequel on pouvait faire entrer des classiques, des soi-disant bons films, bon, alors ça aussi, ça se discute, et puis d'autres films, toutes sortes d'autres films qui, à mon avis, sont des vrais, alors là, c'est peut-être un vieux réflexe de prof aussi, mais à mon avis, sont des vrais cours de civilisation. C'est-à-dire qu'un film philippin, comme celui qui est raconté sur l'incroyable kit du kung-fu, qui est quelqu'un bon, qui est un flic en fait de toute petite taille, c'est le moins qu'on puisse dire, il fait 70 cm, hein, qui va faire des enquêtes dans la Philippine des gangs des années 70. Moi, ça m'a complètement fasciné. Alors, vous allez me dire, raconter comme ça, peut-être que c'est pas ce qu'on a envie de se précipiter voir au cinéma, mais on apprend mille choses sur la façon d'être des autres, sur les pays, voilà, les pays, les zones étrangères. On apprend aussi beaucoup de choses sur soi-même. Par exemple, quand on choisit, comme moi, de regarder des films en VO sans connaître la langue. Ça, j'adore.
C'est vraiment un plaisir. Et surtout en tamoul en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de films d'action tamoul. Alors je les regarde intégralement. Des fois, je les accélère, je reviens. Parce qu'en plus, moi, je ne suis pas très discipliné, hein. Je m'amuse à regarder le début, puis la fin, enfin la fin, puis le début, etc. Bon, ce qui veut dire qu'on peut regarder, je pense qu'on peut regarder le cinéma en liberté et qu'en général, on est plutôt coincé dans l'heure et demie sur le fauteuil avec obligation de ne pas partir avant la fin. Voilà. Alors c'est ça qui est intéressant parce que tout au long du livre, je me suis posé la question de la langue. Vous êtes traducteur, vous avez même appris le turc, il me semble, d'un grand écrivain avec Nedim Gürseli. Pour le coup, je me suis posé la question de savoir si clairement vous regardiez les films en VO ou pas, puisque dans le livre, vous le dites, mais pas totalement en réalité. J'ai pas l'impression qu'on le sache à la lecture. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que vous retenez finalement d'un film que vous regardez sans avoir la compréhension du texte, la compréhension du scénario. Alors, moi, je pense que j'ai la compréhension. Parce qu'il y a un certain nombre de films qui sont Ils n'ont d'une pas telle besoin. simplicité qui ont à peine besoin de la compréhension linguistique. Bon, mais il y a quand même les films anglais-américains. Moi, c'est ma première langue étrangère, donc je n'ai pas de problème particulier. Je regarde le turc et l'allemand aussi pratiquement dans les mêmes conditions. Donc j'ai plusieurs langues à ma disposition. C'est pour ça que je ne mets pas de notes de bas de page et que ce que j'ai vu à Berlin ou ce que j'ai vu à Londres ou ce que j'ai vu à Istanbul, c'est des choses, bon voilà, j'étais en accès direct. Pour le reste, évidemment, et en particulier pour ce cinéma indien que je commence à beaucoup aimer, bah, parfois, il est sous-titré ou il est doublé dans un anglais pas terrible, donc c'est mieux que rien. Mais sans ça, j'apprécie l'idée de me plonger dans un univers linguistique et avec le déroulement de l'action, avec les mimiques des personnages, avec la musique, on peut franchement se diriger. Je ne dis pas qu'on a la compréhension 100% d'un bon film français vu chez toi, vu chez soi tranquillement, hein. Mais en tout cas, on a une compréhension. Et je suis pour cette compréhension un peu relâchée, mais extrêmement stimulante pour l'esprit. Alors, je suis le seul chez moi à faire ça, hein. Tout le monde me regarde comme un ovni et dit, mais vraiment, pourquoi tu regardes ces films bizarres? Mais parce que, en fait, je m'en nourris, si je peux me permettre de le dire comme ça. Est-ce qu'on peut se nourrir d'une chose inconnue? Oui, il faut croire que oui. Parce que dans le texte, vous parlez beaucoup des images, finalement de ce que vous voyez et non pas de ce que vous entendez. Il y a vraiment un lien particulier avec la vision, l'image, le pouvoir de l'image. Il est beaucoup question de ça aussi dans le texte. Est-ce que justement c'est peut-être le plus important au cinéma? Est-ce que c'est ça le plus important? Est-ce que c'est la clé? Bah, pour moi, en tout cas, parce que moi, je suis très visuel. En fait, les images sont ce qui me guide. Je suis moyennement sensible à la musique, pour tout vous dire, et bah, le son, j'aime les langues. Mais bon, si ces langues se déroulent dans leur univers, disons, phonétique, on ne peut pas y faire grand-chose. Je l'apprécie ou pas, mais c'est complètement arbitraire. Alors, d'entrée de jeu, vous parlez de 3127 films vus, chiffre qui a dû évoluer depuis, j'imagine. Qu'est-ce qu'on retient finalement de cette masse? Est-ce que c'est une frénésie? Est-ce que c'est une boulimie cinématographique? Et deuxième question sous-jacente, c'est est-ce qu'on est lassé aussi par certains genres qu'on éradique totalement? Bon, moi, je pense que c'est pas une boulimie, parce que c'est quand même, je dirais, c'est 40 ans de cinéma, hein. C'est vrai. Donc ça fait pas beaucoup. Et j'en ai laissé un peu de côté, à mon avis. On regarde beaucoup plus d'images que ça. La plupart des spectateurs ou des gens qui sont intéressés par l'image, le cinéma, les séries, ils regardent beaucoup plus que ça. Et je ne pense pas qu'on sature, en fait. Sans ça, il suffit de couper de fermer l'appareil ou de quitter le cinéma, si vraiment on sature. Non, non, je pense que c'est pas du tout. Au fond, on a besoin de tout ça. Tout ça, alors, un film, si on prend l'exemple de l'unité principale de ce qu'il concerne, donc un film peut nourrir évidemment un spectateur, une personnalité, un esprit. Mais à mon avis, c'est pas le film qui nourrit, c'est des scènes. C'est pour ça que je parle à un moment des répliques. Des Et répliques, des ok. répliques qui vous traînent dans la tête et qui sont même parfois des répliques que vous allez utiliser dans une situation faute de mieux ou parce qu'elle vous plaît, etc. Donc, ça, c'est très amusant en fait. Ça n'a jamais été vraiment étudié, mais il y a quand même beaucoup de moments où on utilise quelque chose qui a déjà été dit par d'autres, mais dont on pense que c'est pas si mal et qu'on devrait le réutiliser.
Voilà, il y a ces choses-là. Il y a des images, évidemment. Il peut y avoir des paysages, ça très, très souvent. Je ne sais pas combien de fois je me suis dit, tiens, ce paysage-là, j'ai déjà vu quelque part. Et alors, effectivement, c'était pas forcément un paysage en France ou enfin des endroits où je circulais. C'est un paysage que j'avais vu et qui m'avait marqué et qui se retrouvait sous une forme déclinée différemment dans mon paysage habituel de France ou disons de Turquie si je suis en Turquie. Bon, donc tout ça, c'est un espèce d'énorme réservoir pour l'imaginaire et pour la vie, les deux à la fois. Je ne fais pas la différence en fait, hein. Je ne tiens pas à faire la différence entre l'imaginaire et la vie, même la vie quotidienne. On vit avec ça tous les jours. Et puis alors il y a des moments, alors là je suis d'accord avec vous pour la fin de la formule, il y a des moments où on en a marre, donc on sature, et ben on fait autre chose, on coupe l'image. D'ailleurs, il est aussi question de quitter la salle ou pas. C'est aussi une question que vous vous posez plus finalement. Vous faites pareil pour la littérature. Est-ce que c'est... Je, je n'ai rien trahi, hein. Je jette les livres dans la poubelle, c'est ça? Non, tout ça pour vous demander finalement, l'expérience du cinéma, elle est en train de devenir, alors on va pas dire presque désuète, mais en tout cas, elle perd de la force, clairement, puisque tout au long du livre, notamment, et je pense que n'importe qui ici, qui est déjà allé dans une salle de cinéma en semaine, notamment, verra que il y a entre 4 et 6 spectateurs, voire moins, dans Tellement vite. chaque salle. Tout le livre est gorgé aussi de ça, de cette impression que les cinémas sont devenus quasiment vides. Et c'est pas forcément récent, mais en tout cas, il y a un délitement fort aujourd'hui. Et je trouve que à travers le livre, on le voit aussi, à travers les époques, à travers les lieux également, vous le mettez vraiment fortement en avant. Oui, bah, c'est une activité désuète en fait. Et moi, c'est ça qui me plaît aussi, ce côté un petit peu vieillot, héritage peut-être du début ou du milieu du XXe siècle. Alors, c'est bien normal que ça change et toutes les générations. En plus, bon, selon le lieu où on vit, il faut quand même le dire, hein, tous les pays du monde, selon le lieu où on vit, on n'a pas accès forcément à des cinémas très accueillants, pas forcément des cinémas bon marché, hein. Il y a toute une série d'aspects, disons, concrets qui font qu'on ne va pas autant au cinéma. Je crois que dans le Paris des années 1910 ou 1920, c'était encore l'époque du muet, il y avait quelques centaines de cinémas. Et une place de cinéma, ça devait être l'équivalent de 70 cents. Donc, ça peut pas du tout. Je veux dire, c'est pas le hasard non plus, hein, si les choses se sont développées comme ça. Et puis, bon, beaucoup de gens n'aiment pas sortir de chez eux alors qu'ils peuvent regarder. On peut voir des images chez soi, beaucoup d'images. Aussi longtemps qu'il n'y avait que la télévision, bon, c'était un peu limité quand même. On voyait mieux au cinéma en tout cas, et c'était plus impressionnant. Mais bon, avec les écrans et les projecteurs qu'on peut avoir chez soi, avec bon, l'ordinateur, Internet, etc., on a accès à une autre forme. Et ce qui est génial, c'est qu'on a accès à l'histoire du cinéma. Alors là, il faut des spectateurs, disons, aussi intéressés par l'histoire du genre. Parce que sans ça, eux, ils vont se lasser très vite. Je suis toujours surpris quand des gens disent je n'aime pas les westerns, par exemple. Hein, il y a des gens qui disent j'aime pas les westerns, il y a des gens qui disent j'aime pas les films d'horreur, il y a des gens qui disent chacun a ses droits. C'est quand même surprenant. Ça a été produit par l'humanité. C'est notre héritage, tous ces films-là, tous ces films un peu bizarres, même, bon, on va y revenir, mais même les films dits de mauvaise qualité, moi je pense que ça se discute parce que parfois ils ont beaucoup d'inventivité pour certains aspects, hein, pour certains types, disons, de cadrage dans le scénario, même si par ailleurs, c'est pas des films. Alors, c'est le problème de la qualité en art. Je pense que ça fait aussi beaucoup réfléchir. C'est pour ça que je n'ai pas voulu l'aborder de manière comme ça, un peu pompeuse dans le texte, mais c'est ça la question. En fait, on a une masse énorme de littérature à lire, qui est l'héritage de plusieurs siècles. On a un héritage d'un siècle et demi de cinéma mondial avec une accélération folle. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on peut s'en nourrir ou pas? Par rapport à cela, justement, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que votre récit, il n'est jamais élitiste. Vous ne tombez jamais dans la critique élitiste de certaines personnes qui regardent des films en avion, de ceux qui regardent sur Netflix ou sur n'importe quelle plateforme de streaming. Vous avez un spectre extrêmement large aussi, et c'est ça qui rend aussi le texte plus ouvert, beaucoup moins confidentiel.
Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que vous ne critiquez pas, vous mettez en lumière certains aspects du cinéma, vous mettez en lumière certaines villes, mais également certains lieux cinématographiques. On va en reparler de ces salles de cinéma, mais qu'est-ce que vous vouliez aussi mettre en avant à travers, au-delà des nanars, au-delà des films de mauvaise qualité qu'on pourrait penser de mauvaise qualité, on a l'impression que vous avez une sorte d'envie de démocratiser aussi le cinéma de manière un petit peu plus large. Sans doute, mais je pense que le cinéma, il s'est démocratisé tout seul dans son histoire, puisqu'il y a eu toutes ces productions et il y a eu toutes ces salles un peu périphériques. Il n'y a pas que les salles du centre des capitales de l'Europe qui montrent le cinéma. Il y a du cinéma partout. Il y a je ne vais pas entrer dans le détail, des projections en plein air l'été ou des petits camions qui montraient des films dans les campagnes françaises, turques, indiennes, qui continuent de le faire d'ailleurs. Et effectivement, le cinéma, c'est pour tout le monde. C'est un art qui est né oui, pour tout le monde, en fait, sans dire même démocratique, c'est un grand mot. Alors là où c'est frappant en France, en tout cas, mais bon, je vois peut-être dans les pays d'Europe de l'Ouest en général, c'est que quand vous allez chez un libraire et que vous regardez le rayon livre de cinéma, ben, ça fait peur. Je veux dire, ça fait peur à un lecteur ou un spectateur moyen. C'est dire, ah, d'accord, mais non, j'ai pas, c'est vrai que j'ai pas le gros bouquin de 600 pages sur Hitchcock, j'ai pas lu le gros livre sur Haneke, pour le renommer, etc. Bon, ça c'est une version intellectualisée, en fait. C'est la critique cinématographique, qui a sa raison d'être, d'ailleurs, et bon, tout a une raison d'être dans l'univers, tout est prévu pour fonctionner, mais c'est vrai que le cinéma, parfois, a été traité comme une matière élitiste. Et je pense que parce elle a commencé dans la période du muet et les premières années du cinéma commercial type Hollywood des années 30, c'était très populaire. C'était très grand public, même s'il y avait de la qualité, en fait, on peut faire grand public et avec de la qualité. Et du coup, il y a eu une volonté, mais surtout chez les cinéastes, ou après chez les enseignants, etc., de, euh, de faire des focus sur ce qui serait les meilleurs réalisateurs, les meilleurs films. C'est devenu un mythe, en fait. Mais ça existe en littérature aussi. C'est ce que j'allais Et, vous dire. C'est ce que j'allais vous ouais. dire en tant qu'éditeur, en tant qu'auteur, est-ce que vous avez le même fonctionnement aussi en littérature? Vous éditez quand même des grands écrivains et non pas des écrivains sur les vampires notamment ou sur les dinosaures, puisqu'il y a beaucoup Ça de va questions venir, ça va venir. de Jurassic Park et de Fast and Furious 9. Donc, justement, est-ce qu'il y a un lien finalement entre les deux ou au contraire, simplement le cinéma peut permettre cela? Bon, le cinéma le permet encore plus et plus aisément, je dirais, parce que tout est à portée de la main. Et puis, voilà, on peut mélanger tout dans son chaudron de sorcière si on a envie. Et, personne va venir voir à redire. Quand vous faites une collection chez un éditeur, c'est un peu plus compliqué. Qui attend voilà, des auteurs turcs de qualité. Alors, essayer de faire plaisir, voilà, donc de présenter des auteurs turcs de qualité. Alors, les auteurs turcs de mauvaise qualité, ça ne doit pas manquer. Bon, mais ça m'intéresse évidemment un petit peu moins. Mais par contre, moi, je travaille depuis pas mal d'années. Ça finira par se réaliser sur ce que j'appelle l'underground turc. Donc, c'est ça. Vampires, zombies et dinosaures, ça finit par faire une sorte d'underground. Il y a des textes et j'aimerais bien réussir à faire voilà, au moins un livre. Il y a beaucoup d'images qui vont avec tout ça. Il y a une culture pop turque que j'aimerais montrer. Parce que là encore, quand vous présentez une culture étrangère et que vous avez voilà, une collection avec des auteurs prestigieux qui en plus sont passés par la case prison, etc., donc ça réduit en fait le spectre. Parce que tout le monde, tous les écrivains ne sont pas en prison, il y en a pas mal, mais tous les écrivains ne sont pas en prison en Turquie, et tous les écrivains n'ont pas forcément envie d'écrire des choses dites sérieuses sur la vie sociale du pays. Il y a des gens qui s'amusent aussi. Et je pense qu'il y a un public, une partie du public, qui aime aussi découvrir ce type voilà, de représentation d'un pays. C'est à faire en tout cas. Et d'ailleurs, vous l'écrivez aussi, le cinéma est pour vous une porte d'entrée pour connaître un pays. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous rentrez par le prisme cinématographique pour connaître un pays pour lequel vous avez voyagé, que ce soit de manière professionnelle ou personnelle, mais c'est ça véritablement le prisme par lequel vous rentrez, en emmenant Emmanuel Colas notamment en séance.
la pauvre, évidemment. Euh, c'est un des prismes, mais de toute façon, quand on est, je pense surtout, alors là, je vais reparler du cinéma indien, parce que les premiers films très dépaysants pour moi, c'était des films de Satyajit Ray, donc cinéaste indien des années 50, 60, 70, très connu. Et dans ces films-là, pour vous le dire, les premières fois, ou la première fois où j'en ai vu un, et les premières fois, je ne pouvais pas supporter. Donc j'aimais bien ce sentiment. J'étais dérangé, dérangé par le rythme, dérangé par la musique, le fond musical, dérangé par ce que je voyais, parce que j'avais mes clichés, j'avais mes propres clichés, mes représentations. Donc effectivement, ça fait beaucoup apprendre si on accepte de le décrypter. Mais ça suppose de regarder les films. Alors là, certains films, ceux qui vous conviennent, il faut les regarder plusieurs fois. Il faut les analyser sans en faire une thèse, mais enfin chercher un petit peu quelles sont ces références. Je sais pas, si vous avez une représentation des paysans indiens, moi j'ai envie d'en... Alors je vais lire des choses sur les paysans indiens. Je vais chercher des choses sur la paysannerie en Inde. Oui, c'est le cinéma sérieux quand même là. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects. Il y a le cinéma comme objet et très distrayant, très dépaysant, très intrigant. Et puis il y a la deuxième partie du travail quand même. Et je conseillerais à tous les bons spectateurs de se concentrer aussi sur la deuxième partie du travail, c'est-à-dire de vérifier telle ou telle chose. Je veux dire, on ne peut pas aller voir un film turc comme les films vous savez, de Yılmaz Güney qui avait eu tant de succès dans les années 80, Yol par exemple, qui a plu à la planète entière, sans essayer d'en savoir un peu plus sur ce pays. Voilà. Donc ce serait ça mon conseil, mais je ne sais pas, chacun fait comme il veut. Hein. Mais c'est pas désagréable d'aller un petit peu vérifier à droite à gauche telle ou telle chose sur une cinématographie. Et puis après, il y a votre goût, bien sûr, hein, ce que vous avez trouvé là-dedans. Si l'histoire d'amour vous convient, si l'histoire de violence vous convient, si l'histoire d'horreur vous convient, bon, ça, c'est personnel. Ouais. Pas une- Le problème étant que vous le dites d'ailleurs en fin d'ouvrage, sur une programmation aujourd'hui en 2024, il y a deux films français, deux films américains, et malheureusement bien peu de place pour notamment les films iraniens qui sont à chaque fois un succès pour le coup. Ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce problème de la programmation. Pas dans tous les cinémas, mais enfin dans une majorité de cinémas, là encore. Alors là, on retombe sur l'élitisme, c'est-à-dire les bons cinémas d'art et d'essai sont toujours dans les grands centres urbains. Bon, je le regrette. Eh oui. À travers ça, vous parlez aussi de l'ambiance des salles de cinéma. On voit beaucoup de personnes parler fort, on voit beaucoup de personnes manger du popcorn violemment. Finalement, c'est une véritable vie qui continue aujourd'hui. Étrangement, c'est peut-être la seule chose qui se perpétue dans le temps. C'est l'ambiance dans les salles. Alors, on ne crie plus dans les salles, quoique quand il y a parfois un jeune public, ça arrive Ouais. régulièrement. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que l'être humain n'a pas forcément évolué sur ça. En tout cas, on a du mal à regarder un film en silence. Oui, bah, j'ai envie de dire heureusement, si on a envie de manger du popcorn quand même. on peut, on peut, on va pas se censurer. Enfin, bon, ça dépend un petit peu des films, mais c'est vrai qu'il y a des, enfin, il y a surtout des cinémas. Enfin, je ne vais pas citer de nom de cinéma, mais il y a des cinémas où il y a toujours du popcorn en France. C'est systématique. C'est-à-dire qu'ils s'arrangent pour en vendre des grosses quantités en bas et tout le monde en prend, forcément. Donc dans la salle, ça fait un petit bruit au départ. Mais bon, disons que ça fait partie de la sortie. Il ne faut pas non plus, finalement, c'est pas la messe, hein, Non. la séance de cinéma. À travers tout cela, à travers tout votre récit, vous faites état quand même d'une immense nostalgie. Mine de rien, vous parlez beaucoup des vieux films, vous parlez beaucoup de cette époque-là où en effet on pouvait avoir le cinéma avec un entracte, avec certaines choses qui allaient avec la séance de cinéma. Aujourd'hui, on va au cinéma comme on irait au marché, comme on irait dans n'importe quel endroit. Le lieu n'est plus sacralisé, beaucoup moins qu'avant. Est-ce que vous regrettez ce temps où on allait au cinéma comme une sortie exclusive quasiment du mois? Je ne sais pas si je le regrette, mais bon, j'ai voulu en parler parce que ça concernait beaucoup de salles. Par exemple, à Istanbul ou au Caire, c'était vraiment une sortie sociale. Euh,
Paris ou dans les villes françaises, c'était variable. Je vois, dans nos villes de province, ça pouvait prendre cette forme-là, hein. Le dimanche, on allait voir un film, on se tenait bien, on essayait de ne pas faire trop de bruit, etc. Mais oui, sacralisé, moi je pense qu'il a été longtemps désacralisé. Il a été sacralisé récemment, le cinéma, c'est-à-dire peut-être depuis 30 ans, 40 ans maximum. Avant, non, le cinéma était un lieu de... Enfin, moi, ce que j'ai entendu des témoignages des parents ou des grands-parents, etc., c'était pas du tout un lieu sacralisé, parce que c'était enfin, un art populaire. Et puis, bah, c'est beaucoup, je pense, les années 70, un certain type de cinéma, certains types de salles aussi, hein, qui a voulu... parce que, bon, il y a quand même des salles où vous n'avez pas intérêt à faire du bruit, hein. Vous avez un public qui est à cran, on sent dès le début, s'il y a le moindre bruit, si vous marchez. Et il y a d'autres salles où ça pas cette importance-là. Bon, donc il y a une histoire sociale aussi des salles. Il n'y a pas vraiment de généralité, je dirais. C'est-à-dire que c'est pas toujours comme ça. C'est variable. Et d'ailleurs, en parlant de généralité, quand vous êtes allé à Alexandrie, j'ai été surpris de voir que il n'y avait que des cinémas dans cette rue-là ou presque, et que la plupart avaient la même programmation. C'est plutôt curieux comme fonctionnement. On apprend des petites choses, en effet, des petites brèves comme ça qui permettent aussi de donner du corps et un environnement à ces salles-là. Qu'est-ce qui vous marque le plus quand vous allez à Alexandrie notamment? Est-ce que l'ambiance est différente? Est-ce que vous vivez le film de manière différente aussi quand vous allez au cinéma dans différentes villes? Alors, ça, c'était pas le cas en Égypte. C'était vraiment la curiosité. Comme de toute façon, il y avait très peu de monde, donc il n'y avait pas vraiment une ambiance de fou, hein, dans dans les salles en Égypte. Bon, c'est toujours intéressant de voir effectivement les réflexes de chacun, la durée de l'entracte, qui fait quoi, etc. Bon, en Turquie, j'ai eu plus. Bon, je connais beaucoup mieux les cinémas turcs. Et j'ai eu plus d'impressions, je dirais, variées. Parce que en plus, je comprends les conversations, quoi. Donc, je vois ce que disent les spectateurs entre eux. Et bon, j'ai mentionné à un moment un film d'horreur, je dis musulman, parce qu'il y a une nouvelle catégorie, des films d'horreur musulmans, l'histoire de djinns. Donc, je vais voir un de ces films à Istanbul. Et puis, il y avait un jeune couple dont la fille était voilée, elle avait l'air assez conservatrice. Et à un moment, elle n'a pas pu supporter, elle est partie. Et elle a dit à son voisin, je sors parce que c'est honteux. En fait, la représentation pour elle était gênante. Voilà, bon, ça m'a intéressé. C'est ce que j'appelle un petit cours de civilisation. Il y avait un autre film sur un de ces films d'action turcs qu'ils adorent, vous savez, où ils imaginaient que les services secrets turcs allaient, je ne sais pas trop quoi, allaient déstabiliser l'Irak. Enfin bon, il y a toujours des films comme ça, des films nationalistes en fait. Et puis à un moment, ça canarde, mais ça canarde, je ne sais pas combien il y a de morts, ça canarde pendant, allez, une demi-heure. Et il y avait deux garçons qui étaient là, qui au début étaient bien, ils sont partis, ils ont dit, oh, ça tire trop, j'en ai marre, quoi. Bon, voilà. Donc quand vous assistez à des scènes comme ça, vous dites, bon, le public euh, n'est pas idiot. Le public, il comprend bien ce qui se passe. Parce que justement, dans la critique cinématographique, parfois on dit voilà, il y a tel film qui a fait quelques millions d'entrées au Pakistan ou en Turquie, sous-entendu, ils sont vraiment débiles. Je dis brutalement. Et en fait, c'est pas ça. Quand vous y êtes, c'est pas ça. D'abord, les gens ils vont au cinéma pour se distraire, et puis il y en a qui sont critiques. Donc, on a une autre vision de l'âme nationale, je dirais, dans ces cas-là. Et j'aime bien. Est-ce que ça veut dire que finalement votre regard il est porté sur l'écran, mais aussi dans toute la salle? On a Ah oui. l'impression que vous avez des oreilles et des yeux pour finalement garder le sel, garder l'atmosphère de ce que vous vivez en tant qu'expérience. Oui, bah, je viens pour ça, bien sûr. J'ai des antennes, mes antennes se dressent là, et puis après, je capte tout ce que je peux pendant la brève durée de la séance. Et oui, je suis venu pour ça. Très curieux, en fait. Très bien. Je me posais la question parce que vous écumez beaucoup de films à travers le récit. Qu'est-ce qui fait un grand film pour vous? Quelles sont si vous deviez résumer trois caractéristiques pour dire c'est un bon film, qu'est-ce que vous donneriez comme caractéristique? Bon, en fait, je ne me suis jamais posé la question, mais je vais essayer de répondre à votre question. Pour moi, déjà, c'est une histoire qui m'intéresse quand même. Ça reste un peu comme dans le roman, hein, que être tenu par telle ou telle trame. Bah, des acteurs,
des acteurs et des actrices qui vont me marquer, auxquels je vais m'identifier, ou que je vais aimer, ou que je vais détester violemment. Et puis, bah, évidemment, les plans, comment c'est fait. C'est-à-dire là, c'est un peu le réflexe technique. Il y a des films qui n'ont aucune inventivité. Justement, dans les nanars en particulier, hein, c'est très classique. Ils filment de manière complètement, je dirais, indifférente, ou pas indifférente, mais enfin, ils ont simplifié, ils ne sont pas fatigués à placer la caméra à tel endroit, ils n'ont peut-être pas non plus toujours du très bon matériel, enfin bon, il y a toutes sortes de choses, mais un bon film, c'est quand même trois choses, hein. C'est voilà, le scénario, les acteurs, et puis les images qui sont produites par... Alors là, il faut un réalisateur, ou il faut un bon chef-op au moins. Est-ce que tout à l'heure vous avez parlé d'un film comment dire, qui vous frappait, qui vous donnait une impression soit inédite ou en tout cas une impression de claque. Est-ce que vous aimez être provoqué au cinéma? Est-ce que c'est ça aussi qui fait un bon film? C'est le fait d'être dérangé, d'être bousculé dans ses habitudes? Est-ce que ça fait un grand film aussi? Bah, ça ne fait pas forcément un grand film pour moi. En tout cas, c'est un élément important parce que je vais me souvenir de ce que j'ai détesté, par exemple, aussi. Je ne me souviens pas que de ce que j'aime. Euh, je suis allé voir il n'y a pas très longtemps Le Brutaliste, hein, vous savez, ce film sur un architecte d'origine hongroise, rescapé des camps, etc., dont on avait vraiment dit le plus grand bien. Bon, je suis allé, comme on fait dans ces cas-là, et il y a toute une série de choses que j'ai détestées là-dedans. Et pourtant, c'est probablement un bon film. Voilà. Mais pas pour moi, parce que c'est moi qui regarde et qui en parle après. Très bien. Et vous avez surtout une passion pour Robert Mitchum, de ce que j'ai cru comprendre. Vous parliez des acteurs. J'aimerais que vous nous parliez, parce qu'il y a beaucoup de vieux films, vous dites à quel point vous aimez aussi les vieux films, et ça fait partie du côté nostalgique. Qu'est-ce qui finalement vous manque aujourd'hui dans le cinéma actuel par rapport à ceux que vous avez vus dans le passé, et notamment à Robert Mitchum? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un nouvel Robert Mitchum contemporain? Est-ce qu'il y en a un qui vous séduit particulièrement? Ou une? Ouais, ou une, oui, parce que les femmes quand même, il y a les actrices, il n'y a pas que les acteurs. Euh, bon, le cas de Mitchum est assez emblématique bah, des acteurs que j'aime bien en général. On a toujours l'impression qu'il fait un peu la gueule. Vous voyez, c'est pas Cary Grant, ou c'est pas c'est pas le beau gosse qui éclate sur l'écran. C'est le gars un peu comme ça, renfrogné, et puis finalement qui a des rôles toujours très très intéressants, un peu intérieurs. Et puis bon, j'ai lu pas mal de mémoires de cinéastes, et souvent il disait qu'il était infect. En fait, c'était un gros con, voilà, il le disait comme ça. Je me dis que c'est pas possible, moi. Mon acteur préféré serait un gros con, alors c'est de comprendre. Et puis, voilà, après, il a quand même beaucoup de films différents, hein. On se souvient, il y a un certain nombre de westerns, il y a un certain nombre de films d'action, mais il y a le fameux, celui que je mentionne, Thunder Road, la route, la route du tonnerre, enfin, si on le traduit mot à mot, qui est un truc extraordinaire sur le trafic d'alcool dans la province américaine, hein, par un ancien de la guerre de Corée qui doit toutes les nuits, à toute berzingue, traverser les campagnes avec une voiture au moteur gonflé pour échapper aux flics. Ça c'est un film magnifique parce que c'est très américain. Déjà, un film où la voiture est en vedette, hein, c'est quand même très américain. Donc, moi, je suis resté un peu, oui, vous dites nostalgique. Enfin, je suis resté très intéressé par les voitures, et surtout les voitures qui roulent très vite. J'avoue que c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, si elles ont de l'alcool dans le coffre, encore mieux, hein. Bon, bon, on peut, on peut broder là-dessus. Alors, dans les jeunes acteurs, bon, de la génération après Mitchum, il y en a. Par exemple, moi j'aime beaucoup Al Pacino, j'aime beaucoup De Niro, bien sûr, hein, dans toutes sortes de rôles. Bon, encore que les derniers rôles où on le fait toujours jouer un mafieux un peu cynique, ça s'est épuisé au fil du temps. Donc ça aussi, c'est plutôt l'histoire des acteurs dans l'histoire du cinéma qui m'intéresse, vous voyez, et comment ils évoluent. Parce qu'un acteur, c'est quelqu'un qui est docile, qui est souple. En fait, il joue les rôles qu'on lui demande de jouer. On ne peut pas dire que certains choisissent, mais enfin, en général,
leur carrière se fait avec les compagnies de production et les réalisateurs. Elles ne se font pas sur un choix vraiment comme ça, strictement personnel. Ils sont obligés de suivre ce qu'on leur propose. Mais il y en a quand même qui se débrouillent très très bien, qui sont d'une. Enfin, c'est peut-être ça les grands acteurs, ceux qui sont capables de se plier à toutes sortes de rôles, d'entrer dans un moule qui n'était pas du tout celui du départ, jouer un rôle de vieux quand on est jeune, essayer de jouer un rôle de jeune quand on est vieux. Enfin bon, toute cette variété des figures, des profils font qu'il y a un certain nombre d'acteurs, évidemment, que j'aime bien. J'en je n'en reconnais pas beaucoup dans le cinéma français, par exemple. Pour ça, je suis très cinéma américain. Bon, j'allais dire Bernard Blier ou Jean Rochefort, c'était des personnalités intéressantes. Mais bon, on est loin de Mitchum quand même. Je vous laisse réfléchir d'ici la fin de rencontre pour essayer d'en trouver un quand même. Pas forcément français. Ouais. On va prendre une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un premier extrait, Timour. Voilà, préparez-vous pour la photo de groupe. 3, 2, 1. Instant entracte cinéma. Voilà. C'est parfait. C'est à vous, Timour. Alors, oui, j'ai choisi, comme vous m'aviez suggéré, des extraits. Alors, le premier, si je le retrouve, oui, porte sur la Cinémathèque. Hein, la Cinémathèque de Bercy. C'est un lieu vraiment que j'aime beaucoup. Bon, déjà, je suis à fond pour le principe de la Cinémathèque. Je pense qu'il en faudrait plusieurs en France et que tout le monde devrait y aller au moins une fois dans sa vie parce que c'est une autre expérience. C'est pas, on va pas voir les films qui sortent, on va voir effectivement des vieilleries de qualité, la plupart du temps, et on va un peu comme à l'école en fait. C'est pour ça que c'est pas populaire chez tout le monde. Ce qui est drôle, hein, pardon, Timour, c'est qu'on voit le sourire d'Emmanuel à chaque fois que vous dites ça. Et je pense qu'elle se remémore tous les nanars que vous avez vus ensemble. Et j'avoue que c'est très drôle. Alors j'y vais pour le premier extrait. En arrivant par les jardins du parc de Bercy, si charmant en ce milieu de l'été, la façade du musée du cinéma, due à l'architecte Frank Gehry, me rappelle tout d'abord un château fort, puis la Ennis House, l'infernale résidence du film House on Haunted Hill, la nuit de tous les mystères de William Castle. On la voit particulièrement bien au cours du générique, avec son architecture de temple maya, ses gros parpaings marqués de renfoncements sauvages, sa silhouette mystérieuse, menaçante, suspendue au-dessus de la ville de Los Angeles, qui ignore ce qui s'y trame. Il s'agit de l'organisation d'une Haunted House Party à laquelle les convives se prêtent de bonne grâce, mais aussi contre une certaine somme d'argent. En pleine nuit, les 5 invités arrivent lentement sur une route goudronnée qui mène jusqu'à la demeure dans une procession de corbillards. C'est déjà quelque chose. L'ambiance lugubre se met tout de suite en place. L'histrion est Vincent Price, un acteur formidable, d'une humanité profonde et un vrai modèle de virilité pour les années 60, que l'on retrouve quelques années plus tard dans le Je suis une légende, Last Man on Earth. Dans ce film-là, une autre maison, dans le genre banlieue américaine, est son refuge. Il en a cloué les fenêtres et les portes. Le soir, il bloque avec des barres de bois la porte d'entrée où est suspendu un collier de gousses d'ail pour repousser les vampires. L'humanité entière a été infectée par un virus qui en fait des zombies assoiffés de sang, mais heureusement assez lents et au mouvement gauche. Un des détails succulents est que Vincent Price possède un tour à bois dans sa maison et qu'il prépare chaque jour des pieux bien acérés pour oxyre les vampires dans les règles. Il finira par en poser un sur le cœur du monstre qui se débat mollement avant de l'enfoncer à coups de marteau. Mais la tâche est infinie car ils sont très nombreux. Lui aussi choisit de regarder des films pendant que la maison est cernée de zombies. Des comédies, une scène de cirque qui lui rappelle les jours heureux. Rassemblé devant la porte barrée par les planches, il crie « On te tuera, Morgane !» Tout cela est le résultat d'une maladie inconnue transmise par le vent et qui au début n'est guère prise au sérieux, mais qui va décimer toute la ville et l'état où elle se trouve, prémonitoire de notre grande peur de 2020. Voilà le premier Effectivement. extrait. Premier extrait, on verra tout à l'heure pour le second. Il y a une phrase qui m'a interpellé aussi, c'est que
vous affirmez que certains cinémas sont plus importants que les films. Est-ce que véritablement le lieu devient plus important que le film? Peu importe ce que vous voyez, le plus important, ça reste le moment passé, et ça, c'est quasiment à contre-courant de 2025. Clairement, on est dans une époque où justement tout va très vite, où finalement on binge les séries, où on va très vite, où on regarde beaucoup de choses finalement sans en retenir grand-chose. Et j'y reviendrai ensuite où j'ai cru comprendre que vous notiez aussi vos impressions sur les films à un moment donné. Je ne sais pas si vous avez continué. Et est-ce que vous vous en êtes servi aussi pour écrire Voyage en grand écran? Oui, oui, j'ai l'habitude, j'ai toujours un petit carnet, j'écris voilà, mes impressions. Je me dis, parce que j'ai peur d'oublier, en fait, hein, c'est ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on a des petits carnets en général. Donc j'ai pas mal utilisé, oui, j'avais toute une pile de papier informe, là, de toutes les époques que j'essayais de reclasser ou de voir comment je pouvais m'en servir. Euh, ouais, je pense qu'effectivement, on peut pas, on peut pas forcer le public à regarder d'une manière ou d'une autre, hein. Ça, c'est un petit peu, chacun se débrouille avec son idée du cinéma et son idée du bon moment. Si vous n'avez pas envie d'avoir un bon moment, on ne peut pas vous donner des coups de fouet pour que vous en ayez un. Donc, ce serait un peu ça la règle. Si vous avez envie de passer du temps à regarder un bon film ou un mauvais, ça vous regarde. Et c'est votre choix. C'est pas, il n'y a pas d'obligation. Comme il n'y a pas, enfin, à mon avis, il n'y a pas vraiment, il y a une hiérarchie culturelle, bien sûr, on la connaît. Hitchcock, c'est mieux que le nanar philippin, mais après tout, et puis en plus, bon, c'est comme des activités qu'on fait seul, hein, alors il n'y a pas de témoin. Donc si vous avez envie de regarder un truc vraiment nul, personne ne va vous en vouloir. Bon, etc., etc. On peut broder là-dessus. Mais oui, vous dites l'époque, oui, l'époque, elle a des grandes directions, mais dans cette époque de grandes directions, il y a toutes sortes de petits individus qui font des choses différentes à leur rythme et avec leur goût particulier. Et puis, il est question au-delà des nanars, il est question de votre panthéon. Il n'est pas forcément question, justement, dans le livre. Il est simplement mis en avant. L'idée étant de savoir qu'est-ce qui regroupe les films que vous avez particulièrement aimés, qui vous ont saisi. Alors, il y a à la fin, en effet, une liste des films pour vous permettre de vous y retrouver aussi et de faire une playlist potentiellement d'ici quelques semaines. Mais qu'est-ce que ça représente finalement ce panthéon pour vous, ce panthéon cinématographique? Est-ce que vous le faites également pour la littérature? Et concrètement, à quoi est-ce qu'il ressemble? Est-ce qu'il est extrêmement hétéroclite? Est-ce que vous l'avez fait déjà ou pas? Est-ce qu'il est uniquement dans votre esprit dans votre mémoire de spectateur? Qu'en est-il de ce panthéon cinématographique? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il change souvent. Eh oui. Voilà, je peux dire ça. Il n'est pas fixe. Il y a des choses importantes qui vont, qui viennent. Mais je me suis rendu compte que bon, les films qu'on revoit, vous savez, à 15 ou 20 ans de distance, quand on revoit un film, c'est évidemment de nouveau un choc ou pas. Et vous avez rêvé de dire, oh là là, il faut absolument que je le voie celui-là, que je le revoie. Et c'était pas toujours facile hein, dans les années non récentes, hein, quand il fallait revoir un film, il fallait attendre qu'il soit reprogrammé, etc. Et puis on se disait, oh là là, pourquoi j'ai attendu tout ce temps pour voir ce truc qui n'est pas terrible. Donc on change, c'est-à-dire que c'est la personne, c'est l'esprit, c'est la sensibilité qui change. On peut pas, enfin, c'est toujours un peu inquiétant d'aimer les mêmes choses qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Je pense que c'est pas bon signe si on aime exactement la même chose. Même, c'est pour ça que l'idée du Panthéon, c'est plutôt un objet mobile, un peu mou, qui va se tordre dans tous les sens. C'est pas la vieille idée du Panthéon, avec tac, 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 il y a ça en tête, hein, il y a, bon, il y a l'Odyssée d'Homère et puis il y a les romans de Balzac en bas pour la littérature. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Pas quand le monde vous offre autant de choses à voir, à évaluer. Voilà. On a un accès très, très, en tout cas ici, hein, je veux dire, dans les pays d'Europe de l'Ouest, dans certains pays où il y a un accès facile à l'Internet, on a accès à tellement de choses qu'on peut se permettre d'avoir un panthéon mobile.
avec en plus cette idée que la réévaluation des choses qui n'étaient pas au premier plan font partie de notre processus esthétique, intellectuel. Voilà, on va dire, ben ça finalement, ou quand j'étais enfant ou adolescent, ça c'était pas bien, il fallait pas. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé avec les bandes dessinées, les romans graphiques, etc. Hein. Il y a eu, si vous voulez, toute une évolution du goût culturel général qui fait qu'on peut quand même euh, euh, se. Bah, je pensais aux films de Tarantino, par exemple, hein, les films de Quentin Tarantino, qui ont été tellement, telle révolution quand ils sont sortis sur les écrans. Moi, quand je les vois maintenant, je me dis, ça a pris un sacré coup de vieux. Et en fait, c'était un combat pour une culture populaire un peu déjantée d'un moment, mais c'est pas du tout ce qu'on a envie de voir en ce moment. Et il y a peut-être des spectateurs qui me diront, moi, j'adore voilà, Pulp Fiction, mais je continue de le regarder tous les soirs. Compliqué tous les soirs. Euh, euh, Non, mais enfin, ça se discute, c'est ça que je veux dire. D'ailleurs, il est question à un moment donné d'une petite sieste improvisée au cinéma. Est-ce que vous dormez, Timour, au cinéma? Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que, à partir de quel moment vous dormez? Emmanuel vient de confirmer, désolé. Oui, moi, ça m'arrive assez souvent de faire une petite sieste, oui. Quand j'en ai marre, qu'il y a trop d'images, ou que ça va trop vite, ou que ça me déplaît. Oui, c'est ma défense, quoi. Mais j'en ai pas honte, hein. Alors moi, j'avoue que j'en ai un peu honte, On parce que commencerait. c'est plus grave. Par rapport aux années, il y a aussi une question d'années phares. Vous parlez des années 70 et 75 notamment, où il y a un certain nombre de films qui sont fulgurants, frappants pour vous. Est-ce que vous croyez vraiment à cette loi des séries, des années? Est-ce que depuis l'année 70 et 75, est-ce qu'il y a eu une autre année comme ça où vous avez été bouleversé par un certain nombre de films? Oui, ça arrive à intervalles réguliers, je dirais. Mais là, c'était, euh, pour tout vous dire, hein, c'était l'année avant que je passe le bac. Et on allait beaucoup au cinéma. D'un seul coup, on a vu des choses assez extraordinaires avec les copains de l'époque. Il y avait un ciné-club. Et du coup, ça marque. Puisqu'on passe de certaines enfances où on regarde n'importe quoi, à la télévision en particulier, et parfois au cinéma, hein, les blockbusters, parce qu'il fallait aller les voir, y compris les Walt Disney, des choses comme ça. Et d'un seul coup, vous passez au vrai cinéma. Et ça vous transforme. C'est-à-dire, c'est comme les premières bonnes lectures ou les grandes lectures qu'on va faire entre 15 et 18 ans. Donc voilà, j'ai voulu raconter ça aussi, j'ai pas pu l'oublier, mais ça, c'est vraiment par rapport à ma biographie à moi. Et je pense que ça peut être déplacé largement de 20 ans, de 30 ans, selon les générations. Oui, il y a eu un moment dans les années 93-94 où j'avais l'impression qu'il y avait une accumulation de films qui me convenaient, voilà, qui m'intéressaient et qui me convenaient. Euh, bon, moi, je cherche toujours à faire des classements. En fait, j'ai un peu cette forme d'esprit des tiroirs, des boîtes. Donc, voilà, j'en ai fait. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la forme du texte. C'est un récit, pour le coup, avec beaucoup de choses de vous-même. Est-ce que la tentation d'un roman a été évoquée avec Emmanuel ou par vous-même, tout simplement? Est-ce que vous avez eu l'envie, parfois, peut-être euh, de romancer un petit peu tout cela et pas forcément sous forme de récit? Est-ce que la question s'est posée? À aucun moment. Non, pas du tout, parce que je voulais raconter des impressions de cinéma à travers une période assez longue et une grande géographie. Donc, je ne voyais pas très bien, enfin, je ne me suis même pas posé la question, est-ce que ça aurait pu faire l'objet d'un thème romanesque? Non, ça, j'ai pas. Très bien. Et est-ce que l'envie de développer, en tout cas, un roman sur le thème cinématographique vous tenterait ou pas? Et ma deuxième question, peut-être sous-jacente, c'est si vous deviez justement poursuivre ce voyage cinématographique dans un second tome, hein, vous l'avez dit tout à l'heure en aparté, sait-on jamais, quelle nouvelle piste vous exploreriez? Ah. Mais en fait, je ne sais pas si ce serait une bonne idée, en fait. Mais bon, comme ça, on peut en parler, mais ça m'a traversé l'esprit parce que c'est surtout penser le cinéma, les comédies. Le cinéma comique, sous ses formes diverses, me tente. Ça fait longtemps que la posture du comique au cinéma, depuis Charlie Chaplin jusqu'à des
des acteurs ou des réalisateurs plus récents, je me dis souvent que c'est un genre qui n'est pas bien décrypté, qui est rarement... parce que comme c'est léger, et que souvent ça plaît à tout le monde, on ne va pas tellement chercher plus loin dans ce goût. Bon, on regarde un film comique, on s'amuse bien, on est content, ça produit comme ça du bien-être. Mais en fait, il y a quelque chose de là, c'est quand même très, très profond et assez sérieux, je crois, le comique. Donc peut-être que ça serait une idée, j'y pense depuis un moment. Mais de là à faire un roman, c'est autre chose. Ou alors, il faut que je trouve bon, bon personnage, je dirais. Elles sont peu nombreuses, les comédies aujourd'hui. Et c'est quoi la dernière bonne comédie que vous ayez vue? C'est quand même pas le sujet principal, en tout cas. Aujourd'hui, on a du mal Non, à... non, le cinéma est assez sombre, mais la littérature aussi. C'est vrai. On se tord pas de rire en lisant les romans contemporains, quand même. C'est pas prévu, je crois. Faut avoir l'air sérieux. Et quel a été justement votre plus grand défi pour lier ce que vous aviez vécu et ce que vous avez écrit? Est-ce qu'il y a eu un moment charnière où vous vous êtes dit, d'ailleurs, vous le dites d'entrée de jeu d'ailleurs dans l'Inkipit, l'idée de ne pas faire un catalogue justement de films, vous vouliez au contraire lier ce qui se passait entre l'expérience cinématographique et en même temps la littérature. Comment vous avez travaillé ça? Non, je sais pas très bien. Je sais pas très bien comment j'ai lié ça. Bon, enfin, mon éditrice m'a aidé, hein, parce que elle pourrait vous le dire, c'était un peu confus parfois, c'était un peu justement, ça cafouillait, quoi. Parce que je trouvais pas, enfin, il y a des choses qui étaient écrites qui n'ont pas beaucoup bougé, puis d'autres, je ne trouvais pas. Comment se raconter à travers une forme comme le cinéma, sans montrer en plus. Parce que là, c'est un livre. Vous ne pouvez pas mettre des extraits de films, etc., ce qui aurait peut-être été une bonne idée, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne pouvait pas faire ça. Donc il fallait trouver une forme légère qui déroulait le récit un petit peu comme se déroule un film. J'ai cherché, j'ai fait des essais. Et puis j'avais envie d'être un peu incisif, quoi, un peu ironique, parce que d'abord c'est un peu mon genre en général, j'aime bien ça, pour démystifier autant que possible les films eux-mêmes, le regard qu'on a sur le cinéma, tout en disant à mon lecteur que voilà, il avait le droit, quoi. Il avait le droit de regarder ce qu'il voulait. Il avait le droit d'arrêter en cours. Enfin bon, toutes les choses qui sont un peu taboues dans la vision classique du cinéma, disons. Et justement, où vous tapez parfois fort sur certains films, notamment Borat. Ça m'a intéressé, votre vision de Borat. Qu'est-ce qui vous déplaît tant dans ce film? Vous savez, moi j'enseigne le turc, hein. Certes. Et Borat, c'est supposé être un Kazakh. Donc c'est un cousin. Non, mais c'est un film, si vous voulez, qui sent un peu, enfin, qui sent même beaucoup ce qu'on appelle globalement l'orientalisme. Mais c'est drôle, ça n'empêche que c'est drôle, parce que c'est comme ça que bon, souvent l'Occident ou les Américains voient les autres, surtout ceux de voilà, pays Moyen-Orient ou d'Asie centrale, parce que là c'est supposé être en Asie centrale, mais c'est poussé assez loin. Mais bon, mais c'est le réalisateur hein, qui lui-même est une, un mauvais esprit, mais bon, dans le bon sens du terme. Hein, Sacha Baron, quand même un type qui est très connu pour ses sketchs en Angleterre, puis après tous les films qu'il a pu faire de mauvais goût. Alors, il est à fond dans le mauvais goût, il adore ça. Alors, le film me déplaît bah, sur le papier, en fait. Je ne vais pas dire qu'il me plaît, ce serait un peu bizarre. Mais il y a des aspects qui m'ont plu quand même dedans. Justement, cette, cet humour. Je ne sais pas si vous connaissez le film, mais bon, il y a toute la deuxième partie qui est une sorte de reportage fictionnel sur l'Amérique profonde qu'on devrait passer dans toutes les chaumières en ce moment parce que c'est tout à fait intéressant comme vision de l'Amérique des années, fin des années, enfin, début des années 2000. Je pense que ça peut être un film utile, mais il faut bien le comprendre. Et comme c'est beaucoup du deuxième degré, alors ça c'est la difficulté avec les films, justement avec certains nombres de nanars, sont pas faits par des idiots, sont faits par des acteurs qui ont une conscience assez claire de ce qu'on peut dire, comment le dire, comment se moquer justement d'autres régions ou d'autres pays. Mais le public, pas toujours. Le public n'est pas toujours prêt. On a une appréciation esthétique
pour reprendre ce que vous disiez, en 2025, qui est quand même parfois très limité. Il y a ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et puis, on ne se dit pas, bah oui, il a voulu s'amuser. On se dira, ah non, il est sérieux. On est au bord de la fake news hein, là, avec certains films. Et ce qui m'a frappé aussi, alors c'est dans les remerciements pour le coup, et c'est plutôt surprenant. Vous affirmez que votre compagne a des goûts totalement opposés, diamétralement opposés aux vôtres, et que ça vous permet finalement d'avoir une nouvelle vision aussi de ce que vous voyez ou de ce que vous avez envie de voir. On sait que certains s'écharpent quand même hein, sur des films, sur des livres avec des avis enfin, totalement opposés. Comment vous vivez ça justement? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous faites séance à part d'ailleurs au cinéma? Je ne sais pas. Absolument. Mais j'avoue que ça m'a surpris. C'est plutôt rare. La formule est bonne, oui. Sans sa part, c'est tout à fait ça. Oui, parce qu'on n'est jamais attiré par rapport à l'offre, le résumé euh, du film, les chroniques journalistiques, on n'est jamais attiré par les mêmes films. Je dis, ah non, moi je ne vais pas aller voir ça, c'est chiant. Il dit, moi c'est ça que je veux voir. Bon, alors, on se débrouille, on va voir le film. Parfois, elle arrive à m'entraîner. Moi, j'arrive jamais à l'entraîner dans mes horreurs de films d'horreur, justement d'horreur ou voilà, de polar violent. Bref, la première réaction, c'est oh, c'est chiant, mais bon, pourquoi elle regarde ça, etc. Et puis en fait, je comprends après pourquoi, parce que en fait, elle a bon goût et moi j'ai mauvais goût. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Elle a bon goût dans le sens classique. Elle regarde comment c'est fait, s'il y a une bande son extraordinaire, s'il y a une bonne image. Moi, je suis attiré par des choses plus variées, peut-être je dirais de moins bonne qualité a priori, mais je les revendique, hein, y compris dans le couple. Donc, on se complète, en fait, pour ces choses-là, en tout cas. Très bien, très bien. Il y a deux questions que je pose régulièrement aux invités qui passent ici. La première, c'est celle de choisir un auteur méconnu que vous aimeriez mettre en avant, remettre au goût du jour. J'imagine que c'est un auteur turc, mais peut-être pas. Vous allez Pas peut-être. du Et ben tout. voilà. Anthony, pas du tout. Alors moi, j'ai pensé un petit peu à cette question. Il y a un auteur que j'aime beaucoup et qui a eu je dirais son époque de gloire, c'est le romancier britannique qui a écrit Sous le volcan, Malcolm Lowry. Vous savez, c'est un écrivain des années 50. Bon, il est mort assez tragiquement en 57, etc. Puis le roman, le manuscrit a fait son chemin. Enfin, bon, j'aime bien l'histoire autour du texte, hein, parce qu'en fait, il a écrit un roman dans sa vie, principalement, qui a été remanié, repris, corrigé par sa deuxième femme. Enfin bon, beaucoup ces histoires de textes qui prennent du temps à s'imposer. Bon, il a été traduit chez Maurice Nadeau, donc dans les années sûrement 70. Et c'est l'histoire donc d'un héros, un anti-héros, un Jeffrey Firmin, qui est un consul britannique au Mexique, dans une ville paumée du centre du Mexique, qui est un ivrogne dans la dernière ligne de l'ivrognerie, donc avant de mourir de cirrhose, et bon, qui est incapable en fait de sauver l'amour qu'il avait pour sa femme, qui est toujours là, mais enfin bon, ça se délite. Donc c'est une histoire que j'aime beaucoup, d'abord parce que ça se passe au Mexique dans les années 40. Alors, bon, vous allez me dire pourquoi, au Mexique. Ça se passe au Mexique dans les années 40 et Jeffrey Fermin est considéré comme un espion. Et je me suis toujours dit que c'était en fait une vision de la Turquie des années 40 pour moi. C'est-à-dire c'est le même style de vie enfermé, enclose, pays qui n'est pas en guerre, mais qui est à côté d'une superpuissance. Hein, au Mexique, c'est les États-Unis. Là, en Turquie, ce serait plutôt l'Allemagne nazie hein, qui attend de s'emparer des minerais turcs à l'époque. Et dans mon esprit, je me suis toujours dit, tiens, il faudrait faire un roman là-dessus. Donc en fait, ce texte m'inspire peut-être un roman un jour sur une situation comme ça d'un expatrié parti, enfin en roue libre, hein, parce que c'est ça. C'est euh, bon, du coup, c'est pas très drôle, mais du coup, c'est plein de nostalgie pour une époque aussi, pour des images, pour un monde qui s'écroule. J'aime bien l'idée. Hein, bon, sous le volcan, c'est juste avant l'éruption, avant que ça me tourne mal. Voilà. Donc ça, c'est un texte que je place très très haut, oui. Sous le volcan.
Malcolm Lowry. Très bien. Et la deuxième question, c'est celle de vous transposer dans un personnage de fiction pendant 24 heures. Est-ce que vous changeriez son destin? Est-ce qu'au contraire, vous ne toucheriez à rien? Qui avez-vous choisi de partager le corps pendant 24 heures? C'est pas une question facile, mais je penserais plutôt à un film. Et vous allez voir que c'est pas très différent du roman, en fait. Je me suis rendu compte que c'est, enfin, en tout cas, les thématiques du roman. Euh, je pense au Troisième Homme, film de Orson Welles, qui se passe à Vienne en 1945. Il y a une enquête donc, où l'acteur Joseph Cotton, qui est un sorte d'écrivain, un peu un écrivaillon raté, vient chercher un ami à lui, Harry Lime, qui jouait par Orson Welles, et ils vont. Et en fait, son ami s'est gangstérisé, je dirais, hein, dans la période où il ne l'a pas vu. Il fait du trafic et il est cherché par la police. Donc il y a une poursuite dans les égouts de Vienne, très célèbre, avec une musique envoûtante. Alors, Rollo Martins, c'est le nom du personnage que joue Joseph Cotin. Moi, je me verrais bien en Rollo Martins pour une journée. Au début, ce serait à peu près la même chose que dans le film, c'est-à-dire je courrais dans les égouts pour essayer de retrouver mon ami, puis pour finir, il le descend quand même. Hein. C'est lui avant la police, il le descend. Mais Harry Lime a une très belle amie, une girlfriend magnifique, c'est Alida Valli, l'actrice italienne. Et moi, je suis fan de Alida Valli, donc je ne ferai pas comme Joseph Cotton, c'est-à-dire que je ne la laisserai pas partir à la fin sur une route comme ça, je partirai avec elle. Je bâtirai une histoire d'amour plus sérieuse, voilà. Je pensais à ça. Alors là encore, c'est un peu, c'est entre deux mondes. Hein. Vienne 1945, occupée par les Américains, les Russes, histoire de espionnage. Je suis très sensible à ces atmosphères-là, oui. Mais bon, un peu d'amour ne fait pas de mal. Eh oui, dans ce bas monde. Euh, dans le livre, le cinéma, il apparaît vraiment comme un territoire intime, un territoire sensoriel. Est-ce que ça vous a permis d'évoluer, d'avoir une nouvelle vision après avoir écrit le livre? Est-ce que vous vous êtes senti libéré d'un poids, libéré de quelque chose, de souvenirs qui ont été matérialisés? Est-ce que ça vous a fait évoluer aussi en tant qu'auteur et en tant que spectateur? Alors, je suis très content que vous posiez cette question parce que moi, je n'aurais pas formulé comme ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai été libéré d'un poids pour une série de souvenirs cinématographiques, pour une série de films aussi. Je pense que je ne les verrai plus. C'est peut-être un peu triste, mais et du coup, je me suis concentré sur autre chose depuis voilà, mois de mars, mois d'avril. Euh, Là, depuis quelques semaines, comme je suis en Italie, ben, je me suis vraiment jeté sur le vieux cinéma italien pour commencer. Et bon, il y a un personnage emblématique du cinéma à Naples, c'est un acteur comique, c'est le Charlie Chaplin italien, il s'appelle Toto. Et Toto, c'est vraiment l'emblème de la ville. Du coup, je me suis mis à regarder ces films et je me suis fait très, très grand plaisir. Alors là, c'est pas du tout sombre. Hein. Il n'y a pas d'espion, il n'y a pas de son. C'est du comique, c'est de la commedia dell'arte moderne. Bon, j'en avais entendu parler, c'est pas très bien. Là, je suis déjà à une dizaine de films quand même. Et comme les Napolitains adorent ça, je peux les interroger sur leur goût du cinéma, de ce cinéma-là. Voilà. Donc, je pense que je vais aller effectivement petit à petit dans d'autres directions parce que j'aime le cinéma, je pense que ça se voit, mais on ne peut pas toujours regarder la même chose. Et puis, c'est plutôt bon pour la santé de changer d'univers. Est-ce que justement, vous faites ça aussi en fonction de, alors, c'est pas en calcul, mais en tout cas, est-ce que vous avez envie d'écrire là-dessus ou de faire un projet là-dessus? Est-ce que vous partez par exemple à Naples aussi pour ça? Est-ce que c'est aussi le but ou au contraire, c'est uniquement par plaisir? Non, non, par plaisir. Enfin bon, là, je devais faire des cours, hein, c'était un truc universitaire, mais non, non, il y a pas ce calcul. Alors, je prends des notes, je le fais toujours, mais je ne me dis pas, je vais écrire là-dessus. Par contre, j'ai beaucoup de plaisir à découvrir des nouvelles cinématographies. Ça, c'est vraiment. Et je suis content de voir que ça m'a pas complètement, disons, débarrassé de cette envie-là d'écrire le livre. Parce que, effectivement, quand on a fini un ouvrage, en général, bon, on prend un peu de distance avec la matière. Ça, c'est vrai.
C'est comme ça que ça se passe. Comment d'ailleurs vous voyez le cinéma? Alors là, vous parlez du cinéma de 2024 dans le livre, puisque ça a été écrit, j'imagine, l'année dernière. Euh, Ouais, ça, c'est fini. comment vous voyez le cinéma finalement en 2025, aujourd'hui, et notamment à travers les critiques? Comment vous réagissez quand vous avez un film que vous avez adoré et qui est descendu totalement par les critiques, et vice-versa d'ailleurs? Quel est votre lien à cela? Est-ce que vous avez une envie irrépressible d'aller envoyer une lettre d'anthrax aux critiques ou pas? Finalement, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Bon, si vous voulez, ça, c'est quand on est lecteur et qu'on écrit en plus, c'est quelque chose qu'on connaît très bien justement avec les livres. Donc c'est la même chose pour les films. Moi, je m'en fiche. De, je la lis la critique, hein, j'en lis même pas mal. Je regarde comment, là aussi, je regarde comment c'est fait, etc. Mais c'est pas ça qui va me dire ce que je dois penser d'un film. Voilà, je résiste. Et Et enfin, comment vous voyez le cinéma actuel alors justement? Je vois que vous allez à Naples, vous regardez une vieille égérie comique en la personne de Toto. On voit que vous êtes attiré par finalement ce cinéma d'époque, ce cinéma passé. Comment vous voyez celui qui est en train de se dérouler aujourd'hui? Est-ce que on le redécouvrira mieux dans 50 ans? Est-ce qu'au contraire, on est dans une époque peut-être un peu creuse, un petit peu vide aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis sur le cinéma actuel? moi, je pense qu'on est dans une époque très riche, au contraire. Mais les gens comme moi, heureusement, pas des gens comme moi, voient mieux les choses à distance. Une fois que c'est passé, une fois que c'est inscrit dans l'histoire, une fois que c'est oublié, et qu'on peut participer à une redécouverte, à une réévaluation. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut, et largement, dans le cinéma contemporain. En tout cas, dans le cinéma étranger, moi, j'ai toujours un peu de mal avec le cinéma français. Je suis moins attiré. Mais je pense que c'est la question de l'exotisme. C'est trop familier. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, hein, mais ça me tente moins, en tout cas pour passer 1 heure et demie. Alors effectivement, vous dites un film iranien ou un film coréen ou un film allez, mongol, j'ai tout de suite envie d'y aller. Ça, c'est un vice, ça, c'est une déformation. Et tout à l'heure, vous avez parlé de Brutalist qui vous a pas plu. Est-ce qu'il y a un film là, récemment qui vous a totalement comblé ou qui a rempli en tout cas certaines cases que vous aimiez? Non, non, non. Rien. Non, 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 je peux pas dire ça. Sans doute parce que je suis pas allé en voir beaucoup depuis 6 mois. Là, je suis allé voir celui-là parce que il y avait une petite polémique autour et en plus, bon, j'étais accompagné de quelqu'un qui voulait absolument le voir, mais c'est pas, je ne suis pas tenté tellement par les nouveautés en général. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, c'est devenu infernal, hein. Enfin, en tout cas, quand on est à Paris, c'est infernal de voir les sorties, films qui restent 15 jours ou 3 semaines, vous le ratez, c'est fini. Enfin, ça c'est compliqué par contre, pour l'appréciation, disons. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de choses différentes qui sortent et qui sont, bah, qui sont de qualité, bien sûr, mais ça va un peu vite. Et là encore, moi, je pense que cette course en avant, elle n'est pas bonne parce que vous allez chez le libraire, vous avez 5 romans qui vous plaisent, le temps d'acheter les romans, de les lire, ben voilà, entre-temps, la table s'est remplie. On fait quoi avec ça? Ça, c'est un vrai problème, hein. C'est une vraie complexité. Alors, quand on est dans le métier, quand on publie des livres, quand on fait des films, quand on est producteur de cinéma, c'est évidemment pas le même regard. Mais le public, lui, il fait quoi avec ça? Complètement massacré, en fait, hein, par toute cette production. Enfin, ça, on le répète assez. Donc, je pense que c'est une difficulté pour le. En plus, il y a du bon cinéma qui arrive du monde entier. Dans un pays comme la France, et bon, qui est un pays très amateur de cinéma, on a des bons films d'un peu partout, régulièrement. Bon, il n'y a pas beaucoup de chaque, hein, il n'y a pas beaucoup d'Iraniens, il n'y a pas beaucoup de Turcs, il n'y a pas beaucoup de Marocains, d'Égyptiens, il y a un peu plus de cinéma asiatique, encore que, ça dépend des périodes. Mais je ne sais pas comment faire pour se tenir vraiment en éveil, vous voyez, et pouvoir suivre et apprécier. Voilà. Ça Bon, ça, dépend beaucoup du public, pour le coup. bah, bien sûr, ça dépend entièrement du public, comme la lecture, comme tout ce qu'on fait, enfin dans le domaine culturel, ça dépend du public. Bien sûr, chacun essaie de lui donner le meilleur, parce qu'il pense être le meilleur pour qu'il y trouve son compte, mais trop, c'est trop.
Et en plus, comme vous l'avez mentionné plusieurs fois, il y a cette vitesse, cette vitesse. Il faut faire vite, faut vite voir, il faut vite donner son avis. Mais tout le monde n'a pas envie de fonctionner comme ça. Même j'allais dire même les jeunes, hein, parce que bon, moi je parle comme un ancêtre, mais c'est mon problème. Je pense que les plus jeunes n'ont pas forcément envie de consommer voilà, 10 films par semaine. Les romans, ça, je suis sûr que non, hein, de toute façon, parce qu'ils se jettent beaucoup moins dessus. Non, 10 romans par semaine, c'est sûr que non. Eh bien, on va terminer cette rencontre avec un deuxième extrait. Timur, un second extrait que vous allez nous lire avec joie. Merci. Merci à vous. Alors justement, j'ai pensé que les blockbusters ou les films supposés de moins bonne qualité, c'était intéressant. Les blockbusters procurent un autre type de plaisir. Jurassic Park à Istanbul ou Fast and Furious 9 en Lettonie resteront des moments exceptionnels, bien que néanmoins loin d'atteindre l'extase du visionnement de vrais films du cinéma bis sur Internet. Quant aux films industriels et mal ficelés, ils font parfois l'objet d'un recyclage distrayant. Par exemple, en cherchant à revoir Bullet sur le net, je tombe sur une sélection d'extraits de poursuites de voitures tirés de 50 ans de cinéma exclusivement américain. Et quelques jours plus tard, sur un pot pourri des meilleurs coups de feu tirés par Charles Bronson ou Clint Eastwood. L'accumulation sous la forme d'une liste de morceaux choisis permet de comparer les plans. Comment peut-on et comment doit-on filmer un coup de feu? La curiosité du collectionneur s'est transformée en sujet d'étude pour école de cinéma. Ma mère avait parfois des idées fameuses. On passait pas mal de temps ensemble, je m'en rends compte maintenant, et il lui arrivait de proposer d'aller au cinéma pour se reposer et pour éviter de déambuler trop longtemps dans les rues. C'est comme ça que, bien qu'elle n'ait pas été une grande amatrice de western, nous sommes allés tous les deux voir un western spaghetti à sa sortie en salle. On l'appelait Trinita. Nous sommes ensuite allés manger des saucisses frites dans la rue piétonne de Lille, un petit rituel de l'époque. Mise en appétit par les scènes de cow-boys affamés dans des tavernes louches, elle commandait tranquillement une bière, le boc aux parois fraîches devant finaliser la bonne journée passée à flâner et à profiter du cinéma. On finissait par boire un verre à la santé des deux rustaux du film, Terence Hill et Bud Spencer. Voilà. Merci, Timur. Le Eh bien voilà, plaisir, si vous voulez vous aventurer dans à minima une quarantaine de films, je ne les ai pas comptés, mais je pense qu'on est aux alentours c'est ça, ouais. d'une quarantaine de films. Alors vous les prenez, vous les visionnez lentement, voilà. Vous prenez votre temps, il n'y a pas besoin de les visionner tous en même temps. Ce sera l'éloge de la lenteur par Timur Muidine. Et on vous conseille donc Voyage en grand écran aux éditions Emmanuel Colas. Merci infiniment, Timur. C'est beaucoup, Anthony. Merci à vous. À Au revoir à bientôt. tous.